أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إولي الله أما بعد. Ceci étant dit. Donc on prend la suite de ce cours. On va voir le résumé des principaux points en restant juste sur la théorie d'Ibn Khaldun. Donc, comment est organisée la cité, la civilisation et comment est organisé le monde tribal ou le monde bédouin. Et aussi les points la dernière fois, on avait vu aussi les points de réussite du monde tribal et les points de réussite du monde civilisationnel. Donc là, on va résumer réellement les points principaux, les points fondamentaux qui forgent cette théorie. Mohim, commençons. Donc, pour Ibn Khaldun, l'État est donc un processus de désarmement et d'accumulation du capital à travers l'impôt. Donc, comme on l'avait vu, l'État a pour but de désarmer les populations. D'accord? En désarmant ces populations, il va s'enrichir. Puisque maintenant, le nouveau but de la population, vu qu'elle est désarmée, qu'elle n'est plus dans cette instabilité guerrière-là, le but de la population, c'est de faire en sorte de manger, de survivre. Et que si elle se retrouve en difficulté, elle sait que l'État derrière, de par l'accumulation de richesses qu'elle prend sur l'impôt des autres, pourra, elle, profiter des richesses accumulées par l'État. Lorsque l'État est stable et que l'État investit l'argent et que l'État investit l'argent qu'il gagne dans le but de développer sa société, sa civilisation. Donc l'État civilise au plein sens du terme. Il crée une société civile, pacifique, désarmée et dans une certaine mesure asservie. La servilité volontaire. Le fait de se mettre au service de quelqu'un. Il trace une limite claire entre la société sédentaire, qui vit sous sa protection, et la société bédouine tribale, dont il n'a pas le contrôle. Mais il a besoin des deux mondes, puisqu'il tire du monde tribal la violence dont il a besoin pour imposer sa paix dans le monde sédentaire, le mercenariat. Donc si on donne à ces termes sédentaires et bédouins leur véritable sens, c'est-à-dire sous le contrôle de l'État et hors du contrôle de l'État, la pertinence de la théorie peut être étendue au-delà de l'islam et du Moyen Âge. Cette organisation de l'État réclame simplement une ségrégation franche entre, d'une part, d'immenses majorités pacifiées et désolidarisées et productives, et d'autre part, des minorités violentes, solidaires et dirigeantes. Donc le monde selon Ibn Khaldoun est posé dès lors qu'il existe un troupeau de, entre guillemets, moutons producteurs. C'est-à-dire, c'est-à-dire un territoire de population dense, intensément laborieuse et largement désarmée, résignée à l'impôt qu'on exigera d'elle pour leur protection. Depuis le milieu du premier millénaire avant notre ère, à peu près les plus vieilles paysanneries du monde, c'est-à-dire en Mésopotamie, en Égypte, en Syrie ou en Asie mineure, sont réduites à ce statut. L'empire perse achéménide, puis les royaumes hellénistiques, puis enfin l'empire romain et les empires parthes, sassanides, contemporains. Ils ont tiré une large part de leurs ressources financières de ces territoires. On peut donc les considérer comme des États selon la théorie d'Ibn Khaldun, comme la Chine après son unification impériale en moins 221 avant l'ère chrétienne. Cela vaut la peine de noter que ces mêmes territoires comme l'Égypte, la Syrie ou la Mésopotamie tombèrent les premiers aux mains des conquérants arabes, donc au moment de l'apparition de l'islam. Il n'est donc pas étonnant que l'Empire islamique ait rapidement suivi les traces des empires romains et perses qui l'avaient précédé dans ces régions, en expliquant l'empire islamique
Ibn Khaldoun explique aussi tout naturellement les empires qui ont servi de modèle. Donc en prenant exemple sur les premiers temps de l'islam, dont l'histoire est connue de savants comme Ibn Khaldoun, de par cette construction civilisationnelle-là, Ibn Khaldoun peut expliquer la réalité qui s'est passée dans les empires précédents, les empires anciens. Puisqu'en fait, c'est un modèle qui se répète. C'est un cycle de modèles. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'empire arabe qui a pris contrôle sur les anciens empires romains et perses est en train maintenant d'être dominé par un nouvel empire naissant. Celui, au début, c'était plusieurs petites étapes, etc. Mais le changement de paradigme se fait. Maintenant, c'est une nouvelle civilisation, une nouvelle force en puissance qui commence à arriver, la civilisation turco-mongole. Donc, les Mongols, et après les Turcs, notamment avec l'Empire ottoman, etc. Avant ça, les Mamelouks sur un territoire peut-être restreint. Donc, Ibn Khaldoun, qui voit ce changement de paradigme sociétal et civilisationnel, c'est-à-dire que les Arabes sont progressivement remplacés par les peuples turco-mongols, il se dit que les Arabes d'hier ont pris le pas sur les anciens empires, comme les empires perses et romains, qui eux-mêmes ont pris le pas sur d'anciens empires, les Grecs, les Perses, etc., etc. Les Grecs et déjà les Perses, mais après qu'il y a eu un passage euh, par les Grecs eux-mêmes. Donc progressivement, d'accord, progressivement en fait, tout ceci, cette théorie-là, peut expliquer la naissance et la mort de toutes les civilisations. Aujourd'hui, et même, pas uniquement aux civilisations dans le sens ethnique, religieux, impérial, mais même la civilisation des idées. D'accord? Le monothéisme, une civilisation, un empire monothéiste, a pris le pas sur un empire polythéiste. Et aujourd'hui, la civilisation, l'empire matérialiste, consumériste, mondain, est en train de progressivement remplacer les anciens empires religieux. Aujourd'hui, on peut considérer l'OTAN comme étant un empire, l'ex-URSS comme étant un empire, aujourd'hui l'Europe comme étant un empire, etc., etc. Sauf que ces empires ont remplacé des empires précédents qui étaient basés sur quelle forme? Sur la forme religieuse. C'est la religion qui unissait les peuples. Aujourd'hui, c'est l'argent, la consommation, le capitalisme ou le socialisme. On est toujours dans cette forme de dualité et de combat entre grands empires. Sauf qu'ici, on n'est plus sur des empires territoriaux, religieux, ethniques, tout ce que vous voulez. On est sur des empires des idées et idéologiques. Le socialisme, l'internationalisme d'une part, de l'autre côté, l'impérialisme capitaliste, individualiste, matérialiste. Et on peut comprendre la construction idéologique et la construction impériale et impérialiste de chaque civilisation avec ces concepts-là. Nous pouvons donc ainsi résumer sa pensée en 4 points. Premier point, l'existence de l'État fonde une société nouvelle en transformant la violence et les solidarités naturelles des sociétés humaines en prospérité, en population et en richesse toujours croissante. Ces populations désarmées, désolidarisées et qui payent l'impôt sont nommées les sédentaires.
Pour collecter pacifiquement l'impôt, ça c'est le deuxième point. Donc, pour collecter pacifiquement l'impôt, l'État tend à éradiquer toute forme de violence et de solidarité, y compris la violence qui soutient sa propre existence. Il n'existe pas d'État enclin à la guerre. Tout État est pacifique par sa définition. C'est la différence majeure entre Ibn Khaldoun et les grands noms de la philosophie politique européenne, comme Hobbes, Locke, Montesquieu ou Max Weber. Les Européens sont en général intimement convaincus du pouvoir écrasant de l'État et de ses capacités sans bornes de violence. Au contraire, Ibn Khaldoun insiste sur la faiblesse structurelle de l'État et sur sa tendance à se suicider en se désarmant. Et ça s'explique, comme on le voit dans nos cours sur l'esclavage, que depuis les Omeyyades, fin des Omeyyades, mais ça s'est réellement développé sur les Abbassides, l'État ne développait pas réellement euh, sa propre garde rapprochée, sa propre police, etc. Ils ont toujours utilisé des esclaves soldats, ou en tout cas très souvent, issus du monde tribal. Notamment, on verra beaucoup, à partir des Abbassides, on verra beaucoup de Turcs au Moyen-Orient, de Turcs, de gens du Caucase. Du côté du Maghreb, et notamment la partie peut-être la plus occidentale du Maghreb, on verra beaucoup, au contraire, des gens issus de l'Afrique subsaharienne, du Sahel. On verra beaucoup de gens, esclaves soldats, qui assurent justement la protection la plus intime de l'État. On verra beaucoup de gens issus d'Afrique subsaharienne. Exemple, Abid Bokhari au Maroc, pour ne citer que. Troisième point, quand l'État a réussi à contrôler ou à éradiquer toute violence, il reste sans défense, ce qui oblige à contracter une violence mercenaire qui, une, ah, qui l'invite à contracter, donc à établir un contrat avec une violence mercenaire, ce qui accroît le coût de son armée, ce qui obère ses finances et ruine à terme la société civile qui était supposée enrichir. C'est-à-dire que quand on dit qu'il obère les finances, c'est que l'argent qu'il est obligé de développer dans l'armée, d'investir dans l'armée, pour que justement ces mercenaires venus de l'extérieur puissent assurer ce rôle de violence légitime qui est imputé à un État, se retrouve à déséquilibrer les finances globales de l'État. L'État dépense plus aujourd'hui d'argent dans son armée et ne développe pas la technique, l'économie, pour que les gens puissent s'enrichir un peu plus pour faire plus d'impôts. Du coup, les gens ne se développent pas plus, ne s'enrichissent pas plus, mais les impôts augmentent. Du coup, de moins en moins de personnes peuvent payer l'impôt, ce qui fait que l'État, progressivement, se retrouve en déficit et progressivement se retrouve sur la paille, comme on dit, de manière un petit peu triviale. Et du coup, ne peut plus financer cette, ce mercenariat, cette armée qui lui permet d'assurer sa sécurité. Pourquoi? Parce que, comme on l'a très bien vu, l'État prélève les impôts avant tout pour une chose. L'État prélève les impôts avant tout pour réinvestir l'argent qu'il obtient de ses impôts pour développer sa société, sa civilisation. Donc, plutôt sur l'aspect technique, financier, social et sociétal. Dans le but que sa population puisse s'enrichir et donc puisse payer plus d'impôts, qui permettra de se réinvestir dans la société et de pouvoir enrichir sa population, aider sa population à se développer, dans ces cas-là, augmenter les impôts, etc., etc.
Mais lorsque l'État se retrouve menacé, et vu qu'il est en incapacité d'assurer cette violence-là, il est obligé de développer son armée ou de recruter des gens issus de l'extérieur pour s'occuper des tâches que l'État n'assure plus. Et dans ce cadre-là, il doit financer ses mercenaires. Sauf que, vu qu'il a investi une partie de l'argent qui est censé être investi pour développer sa société au niveau technique, vu que cet argent est investi dans l'armée, il n'est plus investi pour développer sa société. Du coup, sa société ne peut pas se développer et elle stagne sur une économie qui ne se développe pas, qui n'augmente pas. Mais les impôts, eux, augmentent, puisqu'il faut contrebalancer l'investissement dans l'armée. Sauf que vu que les impôts augmentent, mais que les gens produisent moins et donc n'ont pas les moyens de payer ces impôts supplémentaires, du coup, les gens ne peuvent plus payer l'impôt et du coup, l'État ne gagne plus cet argent et amène à une insécurité sociale et économique au sein de sa population qui fait que la population devient instable. Et du coup, l'État se retrouve soit à se retrouver sans défense face aux attaques extérieures, et dans ces cas-là, se fait conquérir par les attaques extérieures, soit implose parce que la population, parce que la population en a marre, commence à se rebeller, et des fois même se rapproche des mercenaires qui assurent cette violence extérieure en tant que mercenaires, se rapproche d'eux pour que ils renversent l'État et puissent devenir le nouvel État. Et progressivement, ces anciens mercenaires issus du monde tribal ou bédouin, donc qui sont extérieurs à la sédentarité, extérieurs au contrôle de l'État sur eux, se retrouvent à devenir l'État. Et progressivement, le cercle et progressivement, la spirale de sédentarisation, de transformation de la société en société sédentaire qui se désarme, qui se pacifie, qui se base uniquement sur une économie basée sur l'impôt, etc., 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 commence à impacter ces anciennes populations tribales. C'est exactement, par exemple, ce qui s'est passé avec la transition almoravide, almohade, almohade, mérinide, etc., etc. Si on prend l'exemple du Maroc. Enfin, même plus les almoravides et les almohades. Le quatrième point, le véritable modèle de l'État selon Ibn Khaldoun, c'est l'empire sans rival, sans dans son horizon l'empire romain, l'empire chinois, l'empire islamique à l'époque abbasside, c'est-à-dire entre le 8e et le 9e siècle, et le 11e siècle, pardon, ou l'empire moghol en Inde, entre le 16e et le 18e siècle. L'Empire rassemble sous son autorité la plupart des terres productives qui sont à sa portée. Ses seuls voisins sont les Bédouins, dont il achète la violence ou dont la violence le harcèle. C'est un point crucial. L'Empire est d'autant mieux disposé à accéder aux invasions barbares que les barbares le reconnaissent comme le centre du monde et comme l'unique modèle de la civilisation. Jouir du privilège d'une civilisation sédentaire est inégalable et insurpassable rend plus aisé pour l'Empire l'achat de la violence barbare en échange de production de luxe dont il a le monopole. Et là, ici, quand il parle de jouir du privilège d'une civilisation, il parle ici de ces populations barbares, ces populations bédouines ou tribales, profitent justement de la richesse des empires sédentaires, des cités, parce que soit s'attaquer à ce genre d'empire et réussir à mettre à mal ce genre d'empire augmente ta réputation. Puisque ces sociétés-là se basent beaucoup sur la réputation. Comme on l'avait vu dans les cours précédents, notamment le principe tout bête de tu es connu de par ton nom
et le nom de la lignée et de la famille à qui tu appartiens. C'est exactement le principe, par exemple, de ce qu'on peut retrouver dans les milieux criminels, dans certains quartiers ou dans certaines sociétés. D'accord? Et donc, le fait de dépendre de la richesse, le fait de dépendre de la richesse et du privilège d'une civilisation, soit justement par le fait que toi, petit clan, petite tribu, petit peuple comparé à l'Empire, tu viens mettre à mal leur sécurité et les obliger, par exemple, à te payer un tribut pour que tu ne viennes pas les attaquer ou le racket, etc. Pour, quand on parle en termes de bande criminelle. Cela démontre que tu es plus fort que un État qui est plus fort que toi. D'accord? Ou alors, l'État sait que tu es violent, il va te dire, écoute, je ne peux pas assurer la violence dont je dois avoir normalement la responsabilité. Tu prendras tant par mois, tu gagneras tant par mois ou par an, etc. Et tu assureras la sécurité de mon royaume. C'est en cela qu'il faut comprendre que le monde bédouin jouit du privilège de la civilisation sédentaire. Puisque la civilisation sédentaire, qui, elle, développe des richesses, qui a des biens manufacturés, qui a des biens qui coûtent cher, se soumet, toi, à ton autorité, entre guillemets, de sauvage, entre guillemets, soit par le paiement d'un tribut pour que tu les laisses tranquilles, pour que tu détournes le regard de cette civilisation, soit en te payant dans le but que toi qui fais preuve de violence, tu puisses assurer la sécurité qu'il a délaissée. Hmm. Donc voilà ce qui pose les bases de la théorie d'Ibn Khaldun. Donc maintenant, on va parler un petit peu de la question de comment est-ce que Ibn Khaldun comprend la société urbaine. Donc comment est-ce que Ibn Khaldun nous explique que la civilisation, donc l'État, qui souvent est sédentaire et urbain, fonctionne. Là, on va vraiment détailler le côté plus urbain, les grandes villes, d'accord? Les grandes villes ou les pôles urbains importants. Donc, le destin de la ville est lié à celui de la dynastie qui l'a fondée. Donc, sans aucune exception, dans le système d'Ibn Khaldun, une ville est d'abord une capitale. Une ville requiert une masse de population et de ressources financières, qu'elle ne peut obtenir que grâce à la contrainte d'un État. Il n'y a pas de ville naturelle. Ibn Khaldun aurait catégoriquement rejeté les vues des philosophes des Lumières sur la coopération spontanée qui amènerait les hommes à des communautés toujours plus larges, du clan au village, puis du village à la ville, comme on l'a déjà dit. La seule forme de communauté naturelle qu'on connaît, c'est celle de la parenté, de la famille, du clan ou de la tribu. Ces formations ne dépassent pas quelques dizaines, peut-être centaines d'individus. La taille d'une tribu néolithique, ou la taille d'une tribu néolithique. Il n'y a pas de tendance naturelle qui pousse les hommes à se rassembler dans les villes. Donc il n'y a pas de ville sans État fondateur. Mais il n'y a pas d'État qui ne repose uniquement sur une force bédouine. Donc paradoxalement, il n'y a pas de ville qui ne soit fondée par une puissance bédouine. On peut même aller plus loin. Plus le pouvoir politique est resté proche de ses origines bédouines, plus la ville est prospère. Plus les partenaires sont différents, plus leur partenariat est efficace. Les deux raisons expliquent les heureux débuts bédouins des dynasties. Tout d'abord, les bédouins conquérants dédaignent le luxe de la dynastie. Ils viennent de renverser, qu'ils viennent de renverser. Le luxe est la force des faibles. Une tentative de cacher sa faiblesse sous un étalage de richesses factices.
Au contraire, la nouvelle dynastie n'a besoin d'aucun déploiement de luxe pour prouver sa force. Le nouveau roi libère donc les richesses que le souverain déchu, que les souverains déchus avaient accumulées dans leur palais. Il leur donne de fondre l'or et l'argent des trésors pour en faire de la monnaie. Il vend les lampes et les livres. L'art y perd souvent beaucoup. Mais l'afflux de métaux précieux et de production de luxe joue un rôle d'un stimulant monétaire pour l'économie. La deuxième raison est que le nouveau pouvoir ne prélève qu'un impôt modéré. Il n'a pas besoin d'argent pour obtenir ce à quoi la dynastie déchue employait surtout le produit de l'impôt, c'est-à-dire la rémunération de l'armée. Exemple, pourquoi est-ce que dans certains coins majoritairement chrétiens, au moment des grandes futuhat, donc des grandes conquêtes, les premières grandes conquêtes de l'islam, pourquoi est-ce que beaucoup de royaumes chrétiens ont ouvert grand les portes aux musulmans, que ce soit Jérusalem, l'Égypte, etc. Parce que ces musulmans d'origine bédouine, qui viennent qui viennent de l'Arabie, de la péninsule arabique, qui à la base étaient des caravaniers, des sauvages pour les Romains ou les Perses, euh, avec une origine euh, sédentaire, donc servile, qui payaient l'impôt à des gens plus puissants. Ils ont vu ces gens-là comme des libérateurs. Pourquoi? Parce que l'abus d'impôts a affaibli l'économie des populations des cités. Et ils savaient que les Bédouins sédentaires qui venaient de l'Arabie, les Bédouins nomades ou semi-nomades qui venaient de la péninsule arabique, qui étaient en train de conquérir leur territoire, eux venaient d'un monde qui était épuré, d'accord? Qui n'avait pas autant besoin de richesse qu'un grand État, qui en plus se vautre dans le luxe, comme les Perses ou les Romains. Du coup, ils savaient que leur impôt allait être plus léger. Et vu que leur impôt allait être plus léger, ils pourraient, eux, avoir le champ libre pour développer plus d'argent. C'est pour ça que, et en échange, cet État bédouin nomade, semi-nomade, allait assurer leur sécurité. C'est comme ça, par exemple, qu'il faut comprendre la jizya. La jizya, tu sais, on explique souvent, oui, mais c'est plus faible que la zaka, mais nanana, nanana. La jizya est un impôt de sécurité. La jizya est un impôt pour que une nouvelle force en présence puisse assurer la sécurité de sa population. On va les payer pour ça. Donc, soit cette nouvelle force en présence va prélever de l'argent pour assurer la sécurité directement, ou pour recruter des gens encore plus violents, faisant encore plus preuve de violence, pour assurer la sécurité à la place de l'État. La jizya, c'est ça. On ne va pas demander à un chrétien de défendre un État musulman. On ne va pas demander, si on prend l'exemple d'aujourd'hui, on ne va pas demander à un étudiant, on va pas prendre une autre, on va, allez, on va prendre cette origine. On va pas demander à un étudiant sud-coréen, d'accord, de rentrer dans l'armée française pour défendre la France. Il est étudiant. Et c'est pas son pays de base, la France. Il est étudiant ici. Il vient, il fait ses études, il prend son diplôme et ciao, il s'en va, il retourne en Corée. On va pas lui demander de rentrer dans l'armée pour défendre la France. Il n'a pas de nationalité française. C'est comme ça qu'il faut comprendre les gésiers. On peut en rapprocher, dit Ibn Khaldoun, la recherche des trésors et le pillage des tombes, qui est une manière de dépouiller les générations disparues, comme l'aristocratie dépouille les générations vivantes. Le pillage des tombes est très populaire en Égypte, la plus vieille terre sédentaire du monde. Il faut, ajoute-t-il, placer dans la même catégorie le remploi des ruines, des temps anciens, briques, poutres, portes, métaux, marbres. Les civilisations de l'apogée romaine ou perse furent si florissantes
qu'elles fournissent encore des matériaux de base aux cultures médiévales qui les exploitent. Lorsqu'il était enfant à Tunis, Ibn Khaldoun avait vu des gens extraire le marbre des ruines de Carthage, de la Carthage romaine, pour en faire la chaux dont ils protégeaient leurs murs. Plus tard, il vit les Bédouins brûler les portes ou les poutres des maisons abandonnées pour se chauffer ou cuisiner. Les gens des villes admettent qu'on fasse de la chaux avec des ruines de marbre. Ils jugent la transformation utile. Au contraire, ils blâment la sauvagerie des Bédouins qui brûlent le reste des massures en ruine. En fait, Ibn Khaldoun dit Ibn Khaldoun, ces deux pratiques sont fondées sur le même principe. Ces destructions rendent à des choses mortes un sens pour les vivants. Elles transforment le bois de maisons qui ne servent plus, le marbre des temples de Dieu abolis en chaleur ou en eau dont les vivants ont besoin. Donc, sont les morts dont on détruit l'œuvre en reçoivent une nouvelle vie. Le principe d'éternelle transformation. Le commerce est la deuxième manière de gagner sa vie. Il se nourrit d'un déséquilibre dans la production, dans les besoins et par conséquent dans les prix. Il existe en effet des différences structurelles de valeur et de prix entre le monde bédouin et le monde sédentaire. Et le commerce restaure l'équilibre, comme le vent compense les différences de pression atmosphérique. Au cœur de la sédentarité, dans les villes, la nourriture est bon marché. Malgré la densité de population, précisément parce que le travail y est abondant et efficace. C'est bien sûr la preuve que pour Ibn Khaldoun, la ville, entre guillemets, inclut sa ceinture nourricière. Au contraire, dans le monde bédouin, la main-d'œuvre est rare et sa productivité faible. Donc la nourriture est rare. Chaque famille, chaque groupe produit à peine ce qui lui est nécessaire pour survivre. Et l'essentiel de la production est immédiatement consommé. Il n'existe donc pas de marché qui équilibrerait les manques et les surplus. Au contraire, certains produits de luxe sont bon marché, faute de demande dans le monde bédouin. Ces dissonances créent un courant régulier de commerce entre les deux mondes. Un bon exemple en est, au Moyen Âge, le commerce transsaharien entre la Méditerranée et l'Afrique, dans les royaumes africains du Mali et du Kanem, les marchands arabes vendent cher à l'aristocratie locale des textiles, des chaussures, du sel et des chevaux, qu'ils acquièrent au moindre prix au Maghreb ou en Égypte. En retour, les caravanes ramènent l'or et esclaves vers le monde méditerranéen. Les esclaves sont bon marché en Afrique puisque la loi religieuse de l'islam autorise à les chasser dans les territoires païens situés au sud du Mali ou du Kanem. Et l'or est bon marché dans une société africaine qui s'adonne essentiellement au troc. Il n'existe pas de monnaie métallique. Au contraire, au nord du Sahara, les esclaves sont chers et l'or plus encore. Ainsi, le commerce met utilement en relation le monde sédentaire, c'est-à-dire le Maghreb et l'Égypte, et le monde bédouin de l'Afrique subsaharienne. Bon, il y aurait quelques nuances à prendre. Il y aurait quelques nuances à prendre. Mais, mais. Il y a deux aspects à prendre en compte. De un, c'est l'origine des esclaves, qui allait les chercher, qui les mettait au niveau des caravanes. De deux, il faut comprendre que il y a une différence au niveau de l'Afrique subsaharienne entre les cités. Je prends l'exemple Tombouctou, Djenné, etc. Donc ces grandes cités-là. Et le monde un peu plus rural, tribal, bédouin, tout ce que vous voulez. Il y a des grandes différences. Vous prenez des populations comme les Peuls ou les Soninké, même je dirais un petit peu plus les Peuls, qui sont des gens de la campagne, n'ont pas la même, n'ont pas la même implication dans la société que peuvent l'avoir des Malinqués ou des Mandingues qui ont digéré, digéré le fait sociétal, la cité. Ces populations-là sont différentes, ont un impact différent. Donc, il faut comprendre toujours ce même rapport-là de force.
C'est la société tribale qui fait preuve de violence, qui étend son territoire, qui fait preuve d'une violence légitime, qui réduit en esclavage, etc., etc. Et qui ensuite vient proposer ses marchandises à la cité. Mais ces sociétés comme Tombouctou, Djenné, etc., sont des pôles qui sont moins civilisés que, par exemple, les grands pôles civilisationnels et les grandes cités du Maghreb ou de l'Égypte. Donc, en fait, on va faire un rapport entre eux, grande, petite cité, etc. Le principe est le même, mais l'échelle est différente. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, est-ce que c'est rapide ou pas? Parce que il est là quand même assez long. Ouais. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم